Comme à notre habitude, interrogation. Mali, affaire des mercenaires ivoiriens, Bamako, maître du jeu. Nous nous interrogeons encore aujourd'hui. Mali, affaire des mercenaires ivoiriens, Bamako, le maître du jeu. Nous nous interrogeons. Mesdames, Messieurs, bonjour, très heureux de vous retrouver sur Panafricaniste TV, la chaîne de télévision des panafricanistes qui vous apporte le meilleur de l'information sur un plateau d'or. Bienvenue à toutes et à tous à cette autre édition de Parole panafricaniste. Et bien sûr, nous nous interrogeons et nous partons du communiqué du gouvernement du Mali, en commençant justement par ce communiqué cour d'appel de Bamako, parquet général, cabinet du procureur général, République du Mali, un peuple, un but, une foi. Communiqué. Le procureur général près la cour d'appel de Bamako informe l'opinion nationale et internationale que la cour d'assises de Bamako en son unique session ordinaire de l'année judiciaire 2021-2022, se tenant à son siège ici à la cour d'appel de Bamako, a rendu au cours de son audience des 29 et 30 décembre 2022 dans l'affaire ministère public contre Kwasi Sani Adam et 48 autres, deux arrêts numéros 201 et 202, tous en date du 30 décembre 2022. Par le premier arrêt, la cour d'assises est entrée en voie de condamnation contre les 46 accusés comparant dont liste nominative figurant au dit arrêt par le prononcé à leur encontre de la peine de 20 ans de réclusion criminelle et celle de 2 millions d'amende de chacun du chef des crimes d'attentat et complot contre le gouvernement, d'atteinte à la sûreté extérieure de l'État, de détention, port et transport d'armes et de munitions, de guerre ou de défense intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle et collective ayant pour but de troubler l'ordre public par l'intimidation ou la terreur. Elle a en outre ordonné la confiscation des armes ayant servi à la commission des infractions retenues à la charge des accusés. Par le second arrêt, la Cour est également entrée en voie de condamnation par contumace contre les 3 accusés non comparant de longue liste nominative, figurant également au dit arrêt par le prononcé à leur encontre de la peine de mort et celle de 10 millions d'amendes chacune du chef des mêmes infractions retenues à la charge de leurs co-accusés comparants. Enfin, la Cour, par l'arrêt civil numéro 203 en date du 30 décembre 2022, recevant la constitution de partie civile de l'État du Mali, a condamné l'ensemble des accusés à lui payer le franc symbolique. C'est fait à Bamako le 30 décembre 2022. Le procureur général pays, Ladji Sara, qui a d'ailleurs signé ce communiqué. Voilà pourquoi nous nous interrogeons. Mali, affaire des mercenaires ivoiriens, Bamako, maître du jeu, c'est notre grande intégration ce 4 janvier de l'an de grâce 2023. Et pour répondre à nos questions, nous sommes avec un homme politique panafricaniste de la première heure, Patient Parfendome, qui est avec nous ce matin. Patient Parfendome, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour Steve Jesselengos, bonjour à nos valeureux techniciens, bonjour à nos nombreux, j'allais dire des millions d'internautes qui nous suivent au quotidien et qui continuent de nous faire confiance. La confiance surtout vis-à-vis du sérieux du travail que vous abattez ici au quotidien, mais la confiance vis-à-vis aussi de la véracité, n'est-ce pas, des faits qui sont discutés ici et surtout la qualité des analyses de vos consultants qui ne cessent de ravir de joie l'ensemble de nos internautes et qui de plus en plus continuent de réclamer à corps et à cri, n'est-ce pas, la venue dans leur petite chaumière de Panafricaniste TV, qui est une expérience unique en Afrique, une expérience de l'analyse des faits, mais surtout de l'information, des initiatives, des différents moments cruciaux qui jalonnent la vie de notre continent et même du monde entier aujourd'hui, n'est-ce pas? Cette aventure de Panafricanist TV permet à l'ensemble de nos concitoyens, de nos compatriotes, des Africains, de tous les Africains à travers le monde, de ceux qui ne sont pas les Africains, mais qui sont soucieux, n'est-ce pas, de la véracité
et de la qualité des analyses qui sont faites sur votre plateau. Je pense que c'est le meilleur cadeau qu'on ait pu leur apporter. Cela a été vérifié depuis l'année passée et nous continuons de maintenir le même cap, la même lignée pour ce début d'année. Merci pour cette invitation et je leur dis, soutenez davantage Panafricanist TV, apportez le maximum de vos contributions, je ne sais pas, de formes variées pour que cette initiative puisse prendre de l'ampleur, mais surtout, en parler autour de vous pour que nous ayons encore beaucoup plus de compatriotes, d'Africains, d'hommes libres tout simplement, qui vont se retrouver dans cette case et pour qu'ils puissent en faire la leur et continuer à apporter cette modeste contribution de la pensée positive de l'humanité pendant ces moments troubles que vit notre planète aujourd'hui. Dans tous les cas, nous avons besoin de vous. C'est votre chaîne de télévision. Vous savez justement comment nous joindre et vous connaissez justement les contributions que vous pourrez apporter à Panafricanist TV. La surprise sera pour très bientôt. Ne vous inquiétez surtout pas, surtout avec votre concours. Patient Parfum d'Homme, la semaine dernière, nous parlions justement de ce sujet du Mali et des 46 mercenaires ivoiriens. Eh bien, finalement, ils ont été condamnés à 20 ans de prison et 3 d'entre eux, d'ailleurs, ont été condamnés à la peine de mort. Patient Parfum d'Homme, finalement, peut-on dire aujourd'hui que les autorités maliennes sont les maîtres du jeu dans cette affaire? Je pense que vous vous rappelez la fois dernière, quand nous avions abordé ce sujet sur votre plateau, je vous avais dit que en réalité, au vu de la manière dont sont en train de se dérouler les événements, quelqu'un risque de voir la coupe jusqu'à la lie. Et apparemment, c'est ce qui s'est produit. Vous savez, il faut toujours avoir l'habitude de copier le bon exemple. Si 20 ans d'emprisonnement ailleurs était quelque chose qui faisait plaisir, je pense qu'il n'est pas aussi regrettable, aussi dangereux que d'autres goûtent aussi à 20 ans de prison ailleurs. Donc, quelqu'un d'autre partager les 20 ans à gauche et à droite. Mais bien sûr, le bon sens, c'est la chose la mieux partagée. En fait, soyons un peu sérieux pour revenir pour dire qu'effectivement, le Mali a démontré à la face du monde qu'elle est jalouse, n'est-ce pas, de son intégrité, de sa souveraineté, de sa liberté, de son indépendance. À partir de ce moment-là, elle a tout fait pour, respecter les institutions judiciaires de Mali et de leur pays, mais elle a laissé libre cours à la justice de faire son travail. De faire son travail. Je pense que la politique pourra intervenir après, mais elle ne pourra intervenir que quand la justice a réellement fait son job et rendu le verdict au vu, n'est-ce pas, de lourdes peines, non, j'allais dire des preuves qui ont été apportées devant la Cour et qui ont permis à cette Cour de trancher cette question avec ce sérieux. J'ai été dans un moment interpellé, le nom m'a échappé avant d'entrer dans votre studio. Quelqu'un me dit, attention, on a beau soutenir le Mali, mais est-ce que le Mali n'est pas en train de rentrer dans les mêmes travers que la Côte d'Ivoire? Quelle est cette histoire de ce procès qui a eu à huis clos? On ne sait pas très bien si la liberté des uns des autres était garantie. Et j'ai consulté donc des hommes de droit et je leur ai posé la question en rigolant. J'avais évidemment la réponse puisqu'au Cameroun, on est passé par plusieurs tribunaux militaires et la réponse est claire. Et le tribunal militaire est une espèce de tribunal d'exception. Il ne fonctionne pas avec les mêmes règles qu'un tribunal civil. Donc effectivement, parce que il s'agit des questions de sécurité de l'État. Oui. On ne peut donc pas faire, n'est-ce pas, un procès ouvert à tout le monde. Et parce qu'il y a des choses qui peuvent être dites là-dedans, qui sont extrêmement dangereuses. Qui peuvent heurter. Non, pas seulement heurter, mais qui peuvent être exploitées plus tard par d'autres esprits malins. Donc il faut qu'on confine justement ce tribunal-là dans un espace qui assure la sécurité d'abord des accusés, mais aussi la sécurité du contenu des débats, de telle manière que personne ne puisse pas se saisir de cette opportunité pour glaner un certain nombre d'informations et les utiliser plus tard, n'est-ce pas, contre soit les accusés, soit contre justement l'État de Mali. Et c'est pour cela que ces tribunaux-là, en règle générale, se passe toujours dans des conditions de sécurité optimales, un peu fermées, comme ce fut le cas avec ce tribunal. C'est la loi qui le dit, c'est la pratique judiciaire mondialement reconnue, qui n'est pas une exception malienne. Peut-être
la seule chose qu'on peut reprocher à ce tribunal, c'est de s'être encoquiné avec 20 ans. Mais quelqu'un d'autre dans un autre pays, surtout ceux qui lancent les cris d'orfraie, se sont habitués. C'était une panacée là-bas chaque fois qu'il y avait un opposant, quelqu'un qui n'était pas d'accord avec le régime. C'est la Côte d'Ivoire de M. Ouattara. M. Richard Adou, apparemment, il a été prié de faire valoir ses droits à la retraite sans avoir pu traîner devant son tribunal et devant sa barre, n'est-ce pas, ceux qui l'avaient promis aux Ivoiriens, à savoir les rebelles qui ont permis à M. Alassane Ouattara d'arriver au pouvoir. Donc, M. Richard Adou, après des instructions souvent bâclées, je crois que la sentence était connue, quel qu'en soit celui qui est devant, lui, c'était 20 ans. Bon. Oui. Donc, je dis bravo à l'État de Mali qui a laissé vraiment à la justice de faire son travail. Et bon, maintenant, nous le savons aussi, les politiques se sont mêlés. Les gens ont enfin compris que ça ne servait à rien de continuer de faire le bras de fer avec le Mali. Ils ont tenté dans un mandat où ça n'a pas marché. Ils ont amené tous leurs amis la CEDEAO, ça n'a pas marché. Même à l'international, ça n'a pas marché. Vous avez vu les tractations? Non, les tractations, mais la passe d'armes qu'il y a eu au niveau de la tribune de l'ONU entre le Premier ministre par intérim Abdoulaye Maïga et d'autres qui pensaient que traiter un régime légitime comme celui de Mali en le traitant de junte ne pouvait pas se reproduire dans un autre jargon, dans une autre rhétorique qu'on pouvait accoler à un autre État et à un autre pays. Je crois qu'ils en ont eu pour leur grade et merci pour l'État de Mali d'avoir vraiment fait honneur à l'Afrique en refusant qu'on piétine sa dignité, mais surtout en refusant catégoriquement qu'elle soit l'objet de quelconque pression, d'où qu'elle vienne. Elle a su résister à ces pressions et elle a laissé au peuple légitime, à travers, n'est-ce pas, la justice malienne, de rendre le verdict par rapport à cette énième tentative d'attentat et de destruction, de déstabilisation des institutions maliennes. Le verdict est tombé, patient parfum d'homme, vous qui aimez les chiffres, le 30 décembre 2022, 48 heures seulement, avant la date butoir des menaces d'Alassane Dramane Ouattara qui déclarait qu'il fallait que ces 46 mercenaires soient libérés au plus tard le 1er janvier. C'est regrettable de constater que des gens à ce niveau de responsabilité, c'est-à-dire comme le président Ouattara, ait pu se lancer dans cette espèce de politique à base de d'ultimatum et d'ultimata contre un pays libre et indépendant. Je ne comprenais pas la logique qui prévalait à la prise d'une telle décision. Je n'ai pas du tout compris que une instance aussi importante que le sommet d'un État puisse se lancer dans cette diplomatie de la menace à travers la probabilité canonnière, en se rendant pas compte, en étant incapable de faire l'analyse concrète de la réalité concrète. La réalité concrète aurait quand même pu amener M. Alassane Dramane Ouattara et son gouvernement à faire profil bas, à comprendre qu'ils n'ont pas affaire à des individus qui sont au même titre que des obligés, n'est-ce pas, de la galaxie, j'allais dire, des lobbies occidentaux, mais que là, ils avaient affaire à un pouvoir qui était l'expression de la légitimité, profonde du peuple malien, et que ça ne se passerait pas comme il l'aurait souhaité. Donc, j'étais tout à fait convaincu que bon, dans ce plateau de bras de fer, ils allaient forcément perdre, et les gars lui ont fait boire cette coupe jusqu'à la lit en disant, bon, maintenant, on fait comment? Et par rapport à la CEDEAO aussi, je ne suis pas du tout sûr que, quelles qu'en soient les tractations, parce qu'on nous a dit, le Premier ministre ivoirien, M. Hachi, a dit, oui, il y a des relations, il y a des négociations qui sont faites entre le gouvernement ivoirien et le gouvernement malien, et que la voie de l'affrontement doit être abandonnée. On ira maintenant vers la voie de la conciliation, de la diplomatie, de la réconciliation, de l'apaisement, etc. Oui, peut-être que les gages lui ont été donnés, mais, on avait quand même le droit de laisser la justice faire son travail, rendre son verdict, ce qu'il a fait. Et puis, l'agenda de M. Ouattara, ne l'oublions pas, les élections sont proches.
aller dans ces élections-là avec ce boulet, n'est-ce pas, de cette affaire-là qu'ils vont continuer à traîner pendant les campagnes électorales n'est pas du tout, n'est-ce pas, pour mettre, n'est-ce pas, les prochains candidats de RHDP, de RDR, RHDP a disparu depuis, dans leurs aises. Et n'oublions pas que le Mali, du point de vue de la morale, est mieux indiqué que ce soit aujourd'hui de se poser la question. Madame Pucheruk Balé, présidente de l'ONG de la société civile, ayant été au courant que des prétendus concitoyens ivoiriens avaient été détenus au Mali, s'est rendu au Mali pour s'enquérir. De la situation? Du retour de son voyage, où elle devait présenter à l'opinion à la fois nationale et internationale les conclusions de ce voyage, mais surtout la réalité de l'information vraie qu'elle a pu acquérir auprès des autorités maliennes. Qu'est-ce qui s'est passé? On l'a accueilli à l'aéroport comme les malpropres, pratiquement, ou bien quelques jours après son arrivée. Le déroulé des événements m'échappe un peu, mais elle se retrouve aujourd'hui à la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan, uniquement pour avoir fait ce voyage en Côte d'Ivoire, au Mali. Donc, si M. Hachi, comme il prétend l'exprimer, estime qu'aujourd'hui, la voie de la confrontation a été abandonnée et qu'on allait vers la voie de l'apaisement, je pense, à mon humble avis, qu'ils auraient été les premiers à donner des gages, oui, n'est-ce pas, de bonne volonté, de bonne disposition pour aller justement vers un apaisement, en libérant Mme Pucheruk Balé et en estimant que, bon, s'il faut tourner la page, commençons par tourner cette page-là. Mais non, cette dame est toujours maintenue en prison, en violation de toute les principes de liberté d'expression, les libertés d'aller et de venir, les libertés dont sont champions souvent ces régimes néocoloniaux. Mais en quoi le Mali ne peut pas penser qu'en réalité, nous sommes face à une espèce de petite fourberie à la petite semaine que veut jouer M. Ouattara pour qu'on libère ces mercenaires, parce que c'est ce qu'ils sont. Quand vous avez des gens dans une équipée qui ont pour identité maçon, cuisinier, vendeur, menuisier, alors que ce sont des soldats aguerris, à des nationalités diverses, des forces spéciales, très bien entraînées, qui avaient pour rôle de participer à la déstabilisation du Mali. Il faut le dire aujourd'hui. Je crois que ça, c'est connu. D'où d'ailleurs la main lourde, si on peut le dire ainsi, que la justice malienne a eu vis-à-vis d'eux. Parce que si, par extraordinaire, ils n'avaient pas été chopés à l'aéroport, on ne peut pas, aujourd'hui, n'est-ce pas, dire bien malin, j'allais dire bien malin, celui qui serait capable de prédire ce qui serait arrivé au Mali. Oui. Donc, je rappelle qu'il y avait des avions. Le premier avion transportait ces troupes-là, de mercenaires. Le second avion transportait les armes dans la logistique qui devait servir pour commettre ces forfaits-là. Donc, je pense tout simplement que les prééminences institutionnelles et diplomatiques au niveau de l'Afrique de l'Ouest doivent faire très attention. Doivent faire très attention parce qu'elles ne sont pas en train de comprendre les dynamiques qui sont en train de travailler complètement au-delà des peuples, mais surtout une nouvelle élite, une élite nouvelle qui ne veut plus se laisser faire, mais surtout qui est respectueuse de la dignité de leur peuple, qui est respectueuse des institutions de leur peuple, qui est respectueuse du caractère indépendant de leur État, et il faudra commencer par s'y faire, par s'y accommoder. Les temps anciens, où il aurait suffi que quelques kidam, excusez-moi l'expression, c'est pas une insulte, au niveau de la CEDEAO se réunissent quelque part, donnent des occasions et des injonctions et que les autres les appliquent à la lettre, c'est terminé. Ce qui est important, c'est ce que veut le peuple, et diriger un pays aujourd'hui, en Afrique comme dans cet espace, c'est être en accord, en corrélation, j'allais dire en symbiose avec la volonté de ce peuple-là. C'est ça qui peut vous garantir aujourd'hui la capacité, non seulement d'être aimé par ce peuple,
mais d'être assuré de son soutien. Patient Pafindom, était-ce réellement des mercenaires? Parce que jusqu'à preuve de contraire avec leur condamnation le 30 décembre dernier, silence radio du côté d'Abidjan, qui parle toujours de diplomatie, qui entrera justement en vigueur. Je vous donnerai d'abord l'identité de quelques-uns dans un instant, mais je vous pose quand même la question, avec leur condamnation, n'est-ce pas la preuve tangible qu'ils étaient justement là pour déstabiliser l'État du Mali? Mais la justice, par le biais des conclusions de ce verdict, Oui. dit ouvertement que ces gens-là sont coupables. Exactement. Ils se sont retrouvés sur le sol malien avec l'intention affirmée de commettre des forfaits. Je suis convaincu que l'avenir va encore davantage nous éclairer dans ce scrabuleuse affaire. Parce qu'en réalité, une chose, c'est d'avoir d'abord un discours qui était contradictoire, incohérent, de la part, quand on remonte à la jeunesse de cette affaire-là, du gouvernement ivoirien. On avait commencé par nous dire, ah non, ce sont des soldats ivoiriens qui sont en charge de la sécurisation des forces de l'amunissement, mais de contingent allemand. Ah, l'Allemagne dit, ah non, nous on n'a pas demandé un quelconque société de gardiennage pour assurer quoi que ce soit chez nous. L'ONU également va dire non. On nous dit non, mais ils étaient dans le cadre du contingent de l'amusement dans Souk. L'ONU dit, ah, nous ne sommes pas au courant. Pas ces gars-là. Qui a une équipée comme ça qui devait venir. Alors là, de communiquer contradictoire à communiquer contradictoire, et quand on grappille, on nous dit, ah, c'est eux qui assuraient effectivement la sécurité des aéronefs d'une certaine compagnie Avia, quelque chose domicilié aux États-Unis, et qui sert à transporter la logistique pour les forces de l'amunissement. Et alors, les curieux vont donc gratter pour savoir, mais c'est quoi cette compagnie aérienne aux États-Unis? Qu'est-ce qu'on constate? On constate que c'est une compagnie aérienne dans laquelle vous avez des bizarreries. Vous avez comme actionnaire, par exemple, l'un des petits frères de Macky Sall. Vous avez comme actionnaire un certain nombre d'amis, copains, coquins, proches du régime d'Abidjan. Ah, ça commence à s'éclaircir. C'est-à-dire que le côté logistique de la barbouzerie commence à étaler au grand jour. Et pire encore, je crois que vous allez revenir au niveau de l'identité, on se rend compte que dans cette équipée, tout le monde n'était pas ivoirien. Et dernièrement, j'ai encore eu un petit papillon, un petit feuillet, j'ai failli m'étouffer de rire, un soldat, soi-disant de cette affaire. Vous voyez le nom du père, le nom de la mère, et la ville où il habite, ça n'a rien à voir avec la Côte d'Ivoire. Ça n'a rien à moins que M. Ngos puisse encore inventer lui-même la fille Ngos. Alors, c'est quand même curieux. Donc, mais je pense que c'est pas tout. C'est pas tout par rapport à la gravité de la situation. De cette situation-là. Et c'est pour cela que je pense que Faure Gnassingbé, qui avait été constitué comme le négociateur en chef de la CEDEAO, malgré tout sa gnaque, est allé voir les sociétés maliens, mais au vu des preuves qui ont été présentées, Faure Gnassingbé est rentré, il n'a plus jamais pu faire un compte rendu de son voyage. Je crois qu'il a compris que l'affaire là, c'est très compliqué. Non, elle est tellement compliquée que le mieux, et c'est la suite de son retour, qu'il y a eu ce retournement de situation de la part des autorités ivoiriennes. Et depuis, sur ce plateau, on a passé le temps à crier en disant à M. Ouattara, attention, nous tous, nous sommes passés par là quand nous étions gamins. Quand maman a mis sa marmite au feu, et que vous guettez à gauche, à droite, vous pensez qu'il n'y a personne, vous plongez votre main pour prendre le morceau de viande, quand on a dit, hey, la seule chose c'est que maman, pardon, excuse-moi. Mais vous ne pouvez pas commencer à dire que je n'ai rien pris, parce qu'à force de rentrer là-dedans, vous pouvez vous étouffer, c'est exactement dans cette situation qu'on se trouve avec l'État de Côte d'Ivoire. Qui toute honte bu est obligé aujourd'hui d'avaler cette couleuvre, ben c'est pas une couleuvre, mais n'est-ce pas, cette patate chaude, en reconnaissant quand même qu'il y a un problème. Un gros problème. Voilà. Il faut préciser justement pour nos téléspectateurs que ces 46 soldats ont été
condamnés. Je vous donne d'ailleurs le pourquoi. Eh bien, ils ont été condamnés pour atteinte à la sûreté extérieure de l'État, de détention, de port et de transport d'armes et de munitions de guerre, ou de défense intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle et collective ayant pour but de troubler l'ordre public par l'intimidation ou encore la terreur. Parlons justement de l'identité patient parfum d'homme des uns et des autres. Mandat de dépôt du 12 août 2022. J'ai ici Sanogo Mamadou. Ça sonne ivoirien. Bon, né le 1er janvier 1984, département de Touba, République de la Côte d'Ivoire, fils d'Isiako et de Dosso Madoué, de nationalité ivoirienne, sergent de l'armée ivoirienne, en service au bataillon des forces spéciales domicilié à Abidjan-Yopougon, marié et père de 3 enfants, se disant jamais poursuivi ni condamné, service militaire accompli, c'est en 2011, matricule 002 09 002 049. Ça, c'est pour le premier. Si je m'en vais regarder les uns et les autres, vous serez très surpris. Je vous donne d'ailleurs les identités. Vous allez comprendre pourquoi j'en parle d'ailleurs tout à l'heure. J'en parle ce matin. Prenons un autre. Ici, nous avons Kone Ali Kanvali. Il est né le 12 août 1989 à Binkerville, selon ce qui est écrit, République de la Côte d'Ivoire, fils d'Amara et de Bonké Suzanne. Vous allez comprendre. De nationalité ivoirienne, caporal-chef de l'armée ivoirienne, au bataillon des forces spéciales d'Abidjan, domicilié à Abidjan, ainsi de suite. On a également quelqu'un d'autre ici. Il s'appelle Kone Cloveric Cloyerigué, parce qu'il faudrait que je vous dise, ils sont nombreux les Sanogo et les Kone dans cette liste. Vous comprendrez pourquoi. Préfecture de Bédiala, République de Côte d'Ivoire. Il est né le 7 avril, le 1er février 1997. Et lui également soldat de première classe. Je veux passer à quelqu'un d'autre. On a l'impression que c'est les enfants d'une même famille. Il s'appelle Yabo Epoukou Sosten. Il est né le 13 octobre 1995. Comprenez pourquoi. Il est soldat de première classe de l'armée ivoirienne, lui également, toujours à Djamé, en Côte d'Ivoire. Je prends un autre. Lui, il s'appelle Gebessi Justin. L'autre s'appelle Sanogo Issa. Je vais donner juste les noms maintenant. Là, on a Kwame Kofi Denis. Lui également, si vous allez voir le nom du père, apparemment le père l'a accouché et la mère également sont de la même famille. Bamba Sitou, lui également, bon, si vous allez regarder celui-ci, son père s'appelait Feu Boukari, il n'a pas de prénom, et bon, là, ça m'a un peu épaté, et de sa maman, elle s'appelle Koulibaly Awa. Bon, je passe à un autre. Je vous donne justement Traoré Adamo et ainsi de suite. Lui également, vous allez voir son père et sa mère. On a l'impression que ce sont des sœurs. À la limite, qu'est-ce qui s'est réellement passé et d'où venaient les identités des uns et des autres? Je vais terminer par là d'ailleurs ce matin. Mais je pense que si Focard et Bob Denard, là où ils sont, pouvaient se revenir en vie et regarder. Il a dit, mais quel amateurisme quand même, Alassane. Mais quel amateurisme. Mais c'est pas possible, ça. Mais vous savez, parce que ça dénote aussi de la qualité de l'encadrement de nos forces de défense et de sécurité actuellement. En Côte d'Ivoire, on a procédé à ce qu'on a appelé le rattrapage ethnique. Et dans le cas de rattrapage ethnique, on a mis tout et n'importe quoi à des postes de responsabilité assez j'allais dire, délicates. Et c'est eux qui peuvent prendre des inepties de ce type. Et il faut voir les matricules. On a l'impression que c'est les mêmes matricules. Pourtant, dans l'armée, selon les informations que nous avons eues, vous ne pouvez pas avoir le même matricule. Pas seulement dans l'armée, même dans votre boîte. Il faut codifier et donner les matricules à chacun de vos collaborateurs, vous n'allez pas donner le même matricule à tout le monde. Alors, au-delà de l'amateurisme, il y a le fait de cette question de rattrapage ethnique dont on ne dit pas beaucoup. Dernièrement, il y a eu un petit couac lors du discours de fin d'année de M. Alassane Ouattara le 31 décembre dernier. À la RTI,
Alors, soi-disant, les gens se sont fâchés, il faut sanctionner, même comme ne sanctionne pas le principal concerné, je veux dire, monsieur le ministre. Mais quand on sanctionne et qu'on décide de remplacer et la présentatrice et la directrice de l'information, je sais pas, des programmes, on remet des gens avec les mêmes patronymes. C'est le rattrapage ethnique. La Côte d'Ivoire est devenue aujourd'hui l'affaire des gens qui vont faire du clientélisme politique pour le pouvoir actuel. Vous voyez? Donc, mais pire encore, mieux encore, dans cette affaire de ces soldats-là, je crois qu'il y a aussi la question de gain. Vous savez, quand les soldats vont en OPEX, leurs salaires et leurs primes explosent. Oui. Et ceux qui coordonnent toutes ces opérations et qui font ces plans et qui choisissent ce qui va, qui ne va pas, la plupart du temps, les salaires réels qui sont mis à la disposition de ces pauvres gueux qui vont servir pour la plupart du temps quand ça tourne mal de chair à canon, ne sont pas les salaires réels qu'ils reçoivent. Hein. Donc on coupe une partie du salaire, peut-être les 2 tiers, on vous remet le 1 tiers. Donc vous voyez que là-dedans, il y a la question du tribalisme, la question de la corruption, la question du clientélisme, la question, tous les mots que l'Afrique voit aujourd'hui. Mais en dernier ressort, la question de la capacité de nos États à continuer à mettre à la disposition de l'impérialisme des services. On a besoin d'un bois rose, je ne sais pas, à Madagascar. Est-ce que vous pouvez... Oui, on a quelqu'un qui peut faire ça. Allez corrompre les gens là-bas pour obtenir ça. Je prends seulement cet exemple pour vous dire que nous continuons d'avoir à la tête de nos États des structures et des hommes qui continuent de donner l'impression et des gages, pas seulement l'impression, de donner des gages à l'Occident, que pour toute forme de service qui leur serait demandé, ils sont prêts. Surtout quand ça va dans le sens de créer des désordres, de créer l'anarchie, la chienlit chez nous. Ils sont toujours prêts à disposer, à dire, nous sommes prêts à vous apporter ces services-là. C'est ça. Et c'est ça la relation incestueuse qui est d'ordre organique entre ces régimes, ces systèmes, pas des régimes, mais les systèmes néocoloniaux qui ont été mis en place ici au niveau de la Centrafrique, et la France et l'impérialisme et l'Occident, n'est-ce pas, impérialiste, qui continuent de ne valider que des régimes qui vont justement rentrer en droit digne de ces méthodes, de ces coutumes, de ces comportements d'avilissement de l'être africain, d'avilissement des élites africaines, d'avilissement même de citoyens lambda africains pour des raisons de basse besogne, pour des objectifs de basse besogne. Et c'est ce que nous constatons avec cette affaire-là. Les pauvres gueux là, je ne vais pas terminer sans parler des 3 femmes de l'équipée qui ont été libérées, qui ont été condamnées encore plus lourdement. Mais c'est un signal. Parce que nous sommes quand même dans une région où la femme occupe une place importante. Comment si on veut se salir, on embarque aussi nos femmes dedans, nos filles dedans? Mais ayons au moins le sens de l'honneur. Si cette affaire avait vraiment tourné kazakh, comme on dit, on aurait dû sacrifier la vie de ces 3 jeunes filles pour rien. Donc c'est pour leur dire, comme disent les anglophones, to deter, pour envoyer un message fort à l'ensemble de la jeune féminine. Attention, ne rentrez pas dans n'importe quel complot. Parce que vous êtes nos mères, vous êtes nos femmes, vous êtes nos filles, vous êtes nos pupilles. L'Afrique ne peut pas prétendre respecter la femme. Je ne vais pas écouter les discours des féministes qui vont me dire l'homme et la femme sont au même égaux. Non, non, ce discours n'a pas lieu ici. On ne peut pas vouloir créer des situations de bérésinance dans notre continent et mettre nos femmes dedans. Et ces filles qui pensent aujourd'hui que tous les plats peuvent être consommés, attention. Parce qu'elles auraient pu perdre leur vie idiotement dans une affaire où
ni la sécurité n'est garantie, ni même en retour, les formes de compensation en termes de sous qu'ils auraient pu avoir ne sont pas garanties. Et la perte que cela peut causer est pour leur famille et pour les communautés. Donc je pense sincèrement que le Mali, une fois de plus, prouve de par le discernement dont il est capable dans le cadre de la mise en exergue des responsabilités des uns et des autres, dans le cadre de sa détermination à continuer à affirmer son indépendance, sa liberté et sa souveraineté, il nous montre ce que c'est un pouvoir légitime. J'aime à le dire. La légitimité obtenue par le bien fabriqué par la France-Afrique, je veux dire la légalité obtenue par le bien des validations france-africaines de nos États et les légitimités qui sont issues de la volonté de nos peuples. Je pense qu'il y a un schisme. Il y a un schisme et c'est pour ça que nous devons nous battre pour créer des États où il y aura une concordance entre la légitimité dont doivent jouir nos dirigeants et la légalité qui doit correspondre, n'est-ce pas, à ce vœu intime de l'ensemble de nos peuples. Merci à vous, Patient Parfait-Dôme, d'avoir été là ce matin. C'est moi qui vous dis merci et je continue de saluer le peuple malien dans son entièreté, sans oublier les dirigeants de l'État de Mali. Je pense que pour tourner la page, il faut tout simplement que le gouvernement ivoirien fasse amende honorable, qu'il fasse son mea culpa, et qui, aux yeux non seulement des deux peuples, le peuple malien et ivoirien, qui ont failli basculer dans une espèce d'hérésie, de violence, d'inunité, n'est-ce pas, le fait que certains comme vous aient appelé à la responsabilité des uns et des autres. Vous voyez jusqu'où on aurait pu conduire, n'est-ce pas, deux peuples dans une affaire qui aujourd'hui se révèle être une espèce de baudruche qui est en train de faire chute. Et donc le pouvoir ivoirien prend ses responsabilités. Sinon, j'ai bien peur qu'ils vont continuer de boire la coupe jusqu'à la lit, parce que le gouvernement malien ne leur fera pas le cadeau en leur permettant d'aller à la compétition électorale qui s'annonce là avec ce goulot, ce boulet qu'ils traînent au pied, qui leur sera délesté de leur cheville. Ils vont continuer à les traîner s'ils ne font pas l'effort qu'il faut faire pour se mettre à la hauteur de l'ignominie qu'ils ont failli créer dans l'espace malien. Mesdames, Messieurs, au plaisir de vous retrouver très prochainement pour une nouvelle édition de Parole panafricaniste. Restez sur Panafricaniste TV. L'information est en continu sur notre chaîne. Passez une agréable journée.